On va parler de l'apprentissage par des succès et des erreurs. Donc, la première conférence que j'ai donnée, pour ceux qui étaient là, voilà, vous la connaissez. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était sur les biais cognitifs. C'était un petit peu pour moi l'introduction aux sciences cognitives. Avec la conférence d'aujourd'hui, on va rentrer dans les durs de vraiment ce qui est mon sujet de recherche. Donc, la conférence s'organise en 4 parties. Il y a 2 parties initiales un peu plus générales, donc des notions fondamentales, et puis une théorie un peu plus détaillée que je vais expliquer. Et après, ensuite, on va voir des parties un peu plus rapidement, mais qui sont un peu plus appliquées. Voilà, ça vient quand même toujours de résultats expérimentaux, mais j'espère qu'ils pourront générer une discussion ensemble qui est aussi utile, particulièrement utile pour vous. Donc, l'apprentissage par SRR ou l'apprentissage par renforcement, comme est-ce qu'on l'appelle, pourquoi c'est important? Donc, déjà, c'est quelque chose, c'est un processus d'apprentissage qu'on peut observer pratiquement à tous les niveaux du comportement humain. Donc, on utilise l'apprentissage par SRR quand on apprend à marcher, quand on essaie de naviguer dans l'espace pour trouver les meilleurs chemins, quand on récolte des ressources, qu'on soit animaux ou qu'on soit des humains qui ont des choix assez compliqués à faire dans les marchés financiers. Et ça a aussi beaucoup d'applications. Donc déjà, l'apprentissage par renforcement, c'est quelque chose que nous, on étudie très en communication avec l'intelligence artificielle. Si on veut créer des agents autonomes, il faut doter ces agents autonomes de la capacité d'apprendre de leurs erreurs. Ça a aussi des implications dans la clinique. Donc, on verra des exemples. Moi, j'étudiais beaucoup l'apprentissage par renforcement dans des pathologies telles que Parkinson, par exemple. Et il y a aussi des implications dans l'éducation et puis dans le management. Pourquoi? Quand on donne des feedbacks, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut renforcer positivement ou négativement des comportements chez des gens. Donc, expliquer ce que c'est l'apprentissage par renforcement, on demande d'expliquer qu'est-ce que ce n'est pas l'apprentissage par renforcement. Donc, du coup, ce n'est pas des comportements qui sont innés, automatiques, ce sont des comportements qui sont acquis. Et il est différent de l'apprentissage social qui contient imitation, pédagogie, apprentissage par procuration, qui sont aussi importants. Donc, ça, c'est un peu un disclaimer que je vais faire au début. Je ne dis pas que chez l'homme, c'est l'apprentissage par renforcement. Mon point de départ, c'est de constater que bien sûr, il y a de l'apprentissage par renforcement et bien sûr, c'est important. On pourrait parler après d'apprentissage social, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse, mais ce n'est pas le focus de cette communication aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre des associations entre des stimuli ou des actions, donc des choses qui sont dans notre environnement, des actions, et des récompenses ou des punitions après en avoir fait l'expérience. Donc, du coup, la deuxième définition qu'il faut poser, c'est celle justement de renforcement, étant donné que le renforcement, c'est entendu comme l'ensemble de récompenses et de punitions. Qu'est-ce que c'est des récompenses? Qu'est-ce que c'est des punitions? C'est des stimuli particuliers dans l'environnement qui ont une valeur affective. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une valeur affective? C'est qu'ils ont une valeur qui ne nous laisse pas indifférents. D'accord? Donc, par exemple, une bonne glace, c'est une valeur affective positive parce qu'il fait bon de la manger. Les sexes, donc aussi. Et un autre axe qui est important dans la définition de récompense, c'est est-ce qu'elles sont primaires ou secondaires? Donc, les récompenses primaires, c'est comme des choses qui ont des valeurs biologiques immédiates, comme manger. D'accord? Par contre, les récompenses secondaires, comme par exemple l'argent ou comme par exemple gagner un prix Nobel, ce n'est pas récompensant en soi, parce qu'avec les billets, tu ne peux pas manger des billets, tu ne peux pas te faire une maison avec des billets, etc. Mais n'empêche qu'à travers la culture, ces stimuli un peu particuliers comme un prix Nobel ou l'argent gagnent la valeur de récompense, donc c'est la récompense secondaire. Donc ça, c'est les pendants positifs. Bien sûr, il y a les pendants négatifs. Donc on pourrait avoir des poisons, les conflits, etc., la honte. Donc tout ça, ce sont des stimuli, ce sont des situations qui ont une valeur négative, donc des renforcements négatifs, ce sont les punitions. Et on reviendra sur cette notion de dissociation entre récompense et punition, et aussi un petit peu entre primaire et secondaire, plusieurs fois parce qu'elle revient beaucoup dans la théorie et dans la pratique. Donc, parler de l'apprentissage par renforcement, pour ceux qui sont intéressés un petit peu aux questions, c'est vraiment parler de l'histoire de la psychologie expérimentale. Là, je vais vous présenter les premiers concepts. Ils sont pratiquement vieux d'un siècle. Ils appartiennent à Pavlov, Skinner, et vraiment les pionniers de la psychologie comportementale et de la psychologie scientifique. Donc, ces gens-là, ils étaient intéressés à comprendre comment est-ce que des animaux ou comment est-ce que des humains, ils pouvaient apprendre des associations justement entre ce stimuli affectif, donc les récompenses ou les punitions, et des stimuli. Pavlov, c'était le premier qui a décrit les cas de conditionnement pavlovien, justement. Je vais parler rapidement de ça parce que tout le monde le connaît. L'idée, c'est que la nourriture,
ça va stimuler la salivation chez l'animal. Ça, c'est une réponse innée, ça, c'est normal. Il n'y a pas d'apprentissage. Donc, vous voyez la différence. Là, il n'y a pas d'apprentissage. Après, on va vérifier qu'une clochette n'induit aucune réponse chez l'animal, surtout pas de la salivation. Peut-être il va bouger les oreilles. Ça, c'est une réponse qui est cohérente, mais pas de la salivation. Après une période d'association répétée entre la clochette et la nourriture, on trouve que cette clochette va induire la salivation de l'animal. Donc, voilà, je vais partir de très loin pour vraiment établir les bases du processus. Donc, vous voyez qu'il y a maintenant une connexion qui s'est établie entre un stimulus qui n'a pas de valeur en soi, la clochette, et une récompense qui, elle, a de la valeur et modifie le comportement de l'animal. Dans ce cas-là, une réaction un petit peu un réflexe, une réaction un petit peu innée. Après, il y a des formes d'apprentissage plus intéressantes, qui est l'apprentissage instrumental ou opérant. Et en fait, aujourd'hui, on va parler surtout de cette forme d'apprentissage. Là, les structures, elle est plus complexe parce qu'il y a un stimulus, il y a une récompense, mais au milieu, il y a l'action de l'individu. Ça s'appelle instrumental parce que dans ce type d'apprentissage, l'action, c'est l'instrument de l'obtention de la récompense. D'accord? Donc, l'exemple historique, le premier exemple historique, c'est la puzzle box. Un animal qui est mis dans une cage, ce qui en soi n'a pas de valeur positive, plutôt négative, apprend à gratter à droite, à gauche, jusqu'au moment où il tire une corde et il peut sortir. Qu'est-ce qu'on observe? On observe la donnée fondamentale, c'est la courbe d'apprentissage. Les premières fois, l'animal il est mis dans cette cage, il va mettre 10 secondes pour sortir, ou plus. Et au fur et à mesure des essais, donc de façon incrémentale, l'animal il va prendre de moins en moins de temps de sortir. Donc, vous voyez que par rapport à l'apprentissage pavlovien, où c'est juste clochette, récompense, mais l'animal ne doit rien faire, ici c'est plus complexe parce qu'il y a un stimulus, être dans la cage, une action qui doit être réalisée et une récompense qu'on obtient à la fin. Une autre façon de faire ça, c'est par exemple chez les rongeurs. On met les rongeurs dans ces labyrinthes. Il faut qu'ils découvrent qu'il faut aller à droite ou à gauche pour trouver encore une fois de la nourriture. On appelle ça un labyrinthe en T ou un labyrinthe en Y. Au départ, les rongeurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir au pif. 50% de chances, il va prendre droite-gauche parce que les rongeurs, il ne sait pas de quel côté se trouve la récompense. Et après, au fur et à mesure qu'on avance dans les essais, l'animal, il apprend à choisir le bon côté du labyrinthe parce qu'il y a de la récompense. Donc, encore une fois, vous voyez cette notion de courbe d'apprentissage. Donc, l'apprentissage a deux choses. Le temps de réponse devient plus court et les réponses deviennent plus précises. D'accord? Nous, dans les laboratoires, on étudie aussi ce type d'apprentissage en créant des sortes de slot machines. Des slot machines, pas avec juste un bras, mais avec deux bras. Et le rôle du sujet, quand il vient dans mon laboratoire, évidemment, on ne crée pas de vraies slot machines, mais on fait des jeux d'ordinateur qui ressemblent beaucoup. C'est appuyer sur des boutons pour trouver de quel côté il se trouve plus de récompenses. Donc, dans cette slot machine idéale que je vous ai montré, il y a plus de récompenses à droite. Et les sujets, ils apprennent dans notre laboratoire, pareil, à choisir les bras droits de ces bandits, on appelle ça bandits ou slot machine, afin de maximiser la récompense. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a un stimulus, la slot machine, il y a une action, et après, il y a une récompense. Donc, nous avons vu que il y a une notion importante, c'est ce que je vous ai déjà montré, la valence du renforçateur, est-ce que ça va être positive et négative. Et une autre chose, c'est très crucial, c'est le rôle de l'action. D'accord? Donc, est-ce qu'il faut activer les comportements ou inhiber les comportements? Donc, déjà, un premier résultat porté à la maison ici, c'est que ces deux axes, même si ici je les dessinais de façon complètement indépendante, je vais faire une pause parce que je ne vois plus les gens en physique en 137. Est-ce que tout va bien pour vous? Vous m'entendez? Tout va bien. On est très attentif. Très bien. Non, c'est juste parce que je ne voyais plus votre photo et je voulais vérifier que je ne vous avais pas perdu pour quelques raisons techniques. Merci. Donc, vous voyez, il y a s'engager dans du comportement, s'activer, s'inhiber, il y a une récompense, une punition. Il se trouve que ces deux axes qui pourraient en principe être indépendants ne le sont pas. En général, il y a une connexion innée à chercher des récompenses, activer un comportement et éviter des punitions et inhiber les comportements. Vous pouvez voir de façon un prédateur qui doit chasser pour obtenir une récompense, il doit bouger. Une proie, pour ne pas être chassée, donc pour éviter une punition, il vaut mieux qu'elle ne bouge pas. On verra que cette relation-là, un petit peu innée,
elle va avoir des impacts sur les performances, même des êtres humains qui font le type de tâches que je vous ai montré. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les temps? Donc, vous avez la courbe d'apprentissage. Déjà, on répète plusieurs fois et on obtient un certain niveau de performance. Qu'est-ce qui se passe quand on répète beaucoup plus cet apprentissage? Donc, dans une première phase, la partie qui est intéressante ici, c'est que dans une première phase, s'il y a un changement au début, c'est facile de modifier leur propre changement. D'accord? Quand on est au début de l'apprentissage, même quand on a convergé à une bonne réponse, s'il y a un changement, on est capable de réagir. Le problème, il se pose quand on avance trop, quand il y a beaucoup trop d'apprentissage, en quelque sorte, beaucoup trop de répétitions, les changements ils deviennent un petit peu difficiles. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on appelle les habitudes. D'accord? Donc, on dit que dans l'apprentissage par renforcement, on commence avec une période de phase contrôlée dans laquelle on est très stratégique, on réfléchit étape par étape à ce qui se passe. Et au fur et à mesure de répétition, donc, si les comportements étaient renforcés, on va tendance à les répéter. Et au fur et à mesure qu'on le répète, on va avoir tendance à créer ce qu'on appelle un automatisme, ou ce qu'on appelle une habitude. Donc, imaginez, alors vous, c'est intéressant parce que pour le coup, vous êtes des ménagères de transition. Donc, bon, là sont tombés les Covid. Vous changez les parcours pour le travail régulièrement, tous les 6 mois, tous les 10 mois, etc. Vous n'allez pas forcément travailler au même endroit. Vous voyez qu'au départ, vous pensez au schéma, tourner droite, gauche, etc. Et après, au fur et à mesure, il devient automatique. Vous voyez très bien que l'effet devient automatique. Déjà, évidemment, ce n'est pas immédiat et ça a aussi des avantages parce que quand quelque chose devient automatique, qu'est-ce que ça fait? Ça nous épargne de l'énergie mentale. Parce que pendant que moi, du coup, je sais par cœur qu'est-ce que je dois prendre comme métro, etc., pour aller à mon travail, je peux penser déjà à ma réunion, à ma présentation, etc., etc. En revanche, bien sûr, cet automatisme, ça a un petit peu un coût, d'accord? Donc, déjà, à l'écoute de l'inflexibilité dont je vous ai parlé. Donc, le plus un comportement devient automatique, le plus il devient difficile de réviser ces comportements. Et en plus, après, il y a des situations que finalement, si encore une fois on prend l'axe récompense-punition et cette fois contrôlé versus automatique, les automatismes peuvent même générer des situations pathologiques, d'accord? Donc, si on prend des automatismes du côté des récompenses qui ne sont pas bons, ce sont typiquement les addictions. D'accord? C'est des réponses qu'on n'arrive plus à inhiber. On veut continuer à consommer, on veut continuer à jouer à Candy Crush ou je ne sais pas trop quoi. D'accord? Donc, c'est quand une récompense perd un petit peu sa valeur récompensante et devient juste quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Du côté négatif, il y a les phobies, typiquement. Donc, on sait maintenant que quelque chose, un araignée, ne doit pas nous faire peur, mais on a tellement renforcé ce comportement que voilà, ça devient en quelque sorte problématique. D'accord? Et ça, c'est important de tenir en tête, c'est que comme beaucoup de choses, il y a des questions de compromis. L'automatisme, c'est bien parce que ça nous fait épargner de l'énergie mentale, mais ça va créer des comportements stéréotypés qui vont être difficiles à modifier. D'accord? Ensuite, je vais vous faire un peu une partie, parce qu'on pourrait la lier après à des biais cognitifs, sur les bases cérébrales et neurobiologiques. Donc, beaucoup de ma recherche, elle est portée justement sur les mécanismes neurobiologiques de ces processus. Donc, je me suis intéressé, par exemple, à comprendre qu'est-ce que sont les bases cérébrales des récompenses, de la carotte, et ils dépendent d'un système de molécules qui s'appelle dopamine et une structure qui s'appelle VSC pour striatum ventral. Donc, on peut identifier dans le cerveau à la fois des molécules et à la fois des structures qui s'occupent des récompenses et qui ne s'occupent pas des punitions. Et de façon similaire, on peut identifier dans le cerveau des circuits qui s'occupent des punitions et des molécules qui s'occupent plus des punitions, comme la sérotonine, telle qu'est l'insuline antérieure. Donc, j'ai oublié de mentionner, ici, on parle d'expériences dans lesquelles mes sujets expérimentaux, ils font les expériences que je vous ai montrées pendant qu'ils sont dans un scanner. Donc, pendant qu'ils font l'expérience, moi, je peux enregistrer leur activité cérébrale. Donc, l'idée générale à dégager ici, c'est qu'il y a une différence entre circuit de la récompense et circuit de la punition. Mais là, je vais un petit peu mettre en perspective par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux récompenses primaires et secondaires. Donc, quand on fait l'expérience de récompense comme la nourriture, l'accord un peu social, l'accord entre deux personnes, gagner de l'argent, ou bien des punitions comme la douleur, l'effort, la perte d'argent, on se rend compte que
qu'il s'agisse de récompenses primaires ou qu'il s'agisse de récompenses secondaires, qui sont en réalité des choses très différentes, on va activer les mêmes aires cérébrales. Et cette information, elle n'est pas sans conséquence. Et ça pourrait expliquer certains biens cognitifs. À part ce que moi, je peux appeler un problème de recyclage des aires cérébrales. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de recyclage des aires cérébrales? Donc, notre cognition, ça a évolué à une époque où, en gros, il n'y avait essentiellement que des récompenses primaires. D'accord? Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de prix Nobel à gagner quand on était dans la savane, quand on était dans les grottes, quand on était des hommes des cavernes. OK? Maintenant, la société, elle a évolué. Donc, pendant cette époque-là, on a développé des systèmes cérébraux qui s'occupent des récompenses et des punitions. Les stratum ventrales, la dopamine d'un côté, la sérotonine et l'insula antérieure de l'autre côté. Sauf que maintenant, la société a évolué et on a des choses qui n'existaient pas. Donc, par exemple, de la nourriture avec un très haut niveau de calories qui n'existe pas du tout dans la nature. Un donut, c'est quelque chose qui était l'équivalent peut-être d'une semaine de nourriture pour quelqu'un qui est un membre de la caverne. Où il y a des drogues, d'alcool, des cigarettes, etc., etc. Pareil, ce n'est pas quelque chose qui courait, qui était très commun à l'autre époque. Alors que peut-être une partie de ces biais, une partie des addictions, etc., il vient un petit peu du décalage qu'on réutilise pour des récompenses primaires, qui sont quelque chose de très cognitif, comme l'argent, très quantitatif, des structures qui en fait ont été tarées pour des récompenses on utilise pour des récompenses secondaires des structures qui ont été tarées pour des récompenses primaires. Et donc, ça crée un décalage et donc ça peut créer en quelque sorte des problèmes. Donc, typiquement, l'épidémie de l'obésité pourrait être expliquée par ce décalage-là. Voilà, donc maintenant, je vais descendre dans qu'est-ce que c'est la théorie courante principale dominante de l'apprentissage. Et la question, elle est posée en termes, quelles sont les conditions à vérifier pour que l'apprentissage par récompense et par renforcement se vérifie. La première critère, et c'est très important, c'est la contiguïté temporelle, d'accord, ou proximité. En gros, si un stimulus il est suivi immédiatement par une récompense, par rapport à un stimulus qui est suivi en récompense par beaucoup de temps, et après je peux augmenter 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous voyez que l'apprentissage ne va pas être facilité. L'apprentissage il est optimal quand les deux choses sont assez proches. D'accord? Et ça, c'est important. C'est-à-dire, si vous devez récompenser un employé, il faut faire attention à ce que ça soit assez proche de l'action que vous voulez récompenser. Parce que si vous le récompensez après 10 actions, déjà, peut-être il ne va pas associer la bonne action à la récompense, etc. D'accord? Donc, la première chose, c'est la proximité. La deuxième chose, c'est la prédictivité. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un cas dans lequel un stimulus amène une récompense les 100% de fois. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, le stimulus il est très prédictif de la récompense. Vous confrontez cette situation à une situation dans laquelle un stimulus, 50% de fois, ça porte une récompense et 50% des cas, à rien. Vous voyez que l'apprentissage, encore une fois, il est facilité dans les cas dans lesquels la récompense est systématique. Autrement, on va se dire, bon, est-ce que vraiment ça m'apporte des récompenses avec une certaine incertitude, d'accord? Donc ça, techniquement, les jargons, c'est contingence positive, prédictivité, c'est l'idée. Et après, la troisième idée qui s'est dégagée dans des années de recherche, que je trouve même la plus intéressante, il faut une troisième chose pour que l'apprentissage en général, l'apprentissage par renforcement particulier se vérifie, c'est ce qu'on appelle une erreur de prédiction ou bien, tout simplement, la surprise. Okay? Donc, imaginez une phase dans laquelle on a un stimulus A, on a une récompense, le sujet, il a pris associé A à la récompense. Donc, maintenant, cette personne sait qu'à chaque fois qu'il y a A, il va obtenir une récompense. D'accord? Après, on ajoute un autre stimulus, B, qui est aussi proche de la récompense, aussi prédictif de la récompense. Eh bien, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le sujet ne va jamais apprendre qu'il y a une association entre B et la récompense. Pourquoi? Juste parce que A, il était déjà suffisant pour prédire la récompense. Donc ça, c'est comme on l'a démontré. Et l'intuition derrière est la suivante. Quand il y a un mismatch, quand il y a un décalage entre ce que je prédis et ce que je vérifie, ce qui se vérifie, c'est-à-dire il y a une surprise, c'est un signal que je dois apprendre quelque chose. D'accord? Tout le monde peut comprendre ça. Si moi, quand je sors chez moi, je peux prédire tous les stimuli que je vois autour de moi, c'est que mon modèle du monde, c'est un modèle qui est approprié. Je ne dois pas modifier mon modèle du monde. Je ne dois pas modifier mes prédictions.
En revanche, si je commence à être surpris partout, ah bah tiens, les bus, ils n'arrivent pas, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est ce signal de surprise? C'est un signal qui peut-être quelque chose dans le monde, il a changé, ou peut-être quelque chose dans mon modèle de monde, il n'était pas approprié, et que donc je dois modifier cela. Donc voilà, ça c'est très important, c'est que l'apprentissage en quelque sorte, et on va le voir dans un modèle quantitatif assez simple que je vous ai montré en détail parce que c'est très intéressant, c'est ça, c'est essayer de minimiser la surprise qu'on a des choses qui se passent. Donc, du coup, maintenant, je vais vous montrer ce modèle quantitatif qui est très, très, très simple. Il a essentiellement 3 variables. La variable, c'est la valeur subjective d'une action. Est-ce que je pense, par exemple, si je reviens à ma slot machine, qu'est-ce que je pense de la valeur du bras droit ou du bras gauche de cette slot machine? L'autre variable, c'est le temps. On parle d'apprentissage, donc c'est normal qu'il y ait un déroulement dans le temps du processus. Et puis, c'est la récompense. Donc, le modèle, il dit ça, c'est que la valeur à l'essai de temps t plus 1, c'est-à-dire à l'essai successif, c'est une fonction de la valeur à l'essai courant plus quelque chose multiplié par justement la différence, et ça c'est les signaux de surprise très importants, la différence entre la récompense que j'ai obtenue et la récompense que j'ai prédite. D'accord? Donc ces signaux-là, ça quantifie la surprise. Et ce modèle, pour l'instant, il a juste un paramètre qui est très important, qu'on appelle alpha, qui est le taux d'apprentissage. Le taux d'apprentissage détermine à quel point, en gros, je vais modifier ma connaissance en fonction de la surprise. Et on va voir dans une seconde à quel point c'est important d'avoir un beau taux d'apprentissage dans des situations différentes. Donc, le taux d'apprentissage, c'est combien ce que j'apprends, et le moteur de l'apprentissage, c'est la surprise. Donc, si je commence, par exemple, un test où je pense que la valeur d'une option est 0 et j'obtiens tout le temps une récompense, d'accord? Donc, d'abord, on va penser que c'est 0. Ensuite, on obtient une récompense, donc on a une grosse surprise. Et du coup, on corrige. Donc, la deuxième fois, on va penser que la valeur est un peu plus élevée. Après, on a une récompense et on a toujours une petite surprise. Mais vous voyez, la surprise, elle devient plus petite. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le principe de l'apprentissage par minimisation des surprises. La surprise décroît et la connaissance augmente. Ça, c'est ce qui prédit ces modèles-là. Et les changements essai par essai sont déterminés justement par ces modèles d'apprentissage. Là, je vais voir s'il y a des questions sur la chat, par exemple. Il ne me semble pas. Il n'y en a pas, Stéphane, pour le moment. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que ça, c'est un peu la partie la plus compliquée de la présentation. Donc, c'est tout à fait normal de revenir là-dessus, si besoin. Moi, j'ai déjà une question sur la première partie. Ouais. J'ai vu que l'apprentissage de la souris dans le système en Y, il arrive jusqu'à 85%. Oui. Donc, je me dis comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à comprendre que c'est à droite et qu'on n'est pas 100%. Et alors, ce qui me surprend alors, deux choses. Pour les hommes, c'est pareil. Alors, c'est une super bonne question. Première chose, oui, pour les hommes, c'est pareil. Moi, dans des milliers d'expériences que j'ai faites, c'est très rare que la moyenne converge à 100%. Après, bien sûr, il peut y avoir des individus plus ou moins performants, mais la moyenne, elle n'arrive jamais à 100%. Si la tâche a une difficulté qui est modérée. Alors, première chose, je le disais lors de ma première présentation, le cerveau n'est pas parfait. C'est une machine physique. Les machines physiques font des erreurs. Donc, la perfection, ce n'est pas malheureusement des hommes. Donc, on fera toujours un petit taux d'erreur. Deuxième chose, et on y arrive dans 2 secondes, il y a des raisons stratégiques pour lesquelles, de temps en temps, ça pourrait être important de ne pas prendre la meilleure option. Ou bien, c'est qu'on pense être la meilleure option. Mais c'est une très bonne question. Merci. Donc, avant de rentrer sur cette partie-là, donc, on va parler de la partie de la stochasticité, encore une fois, pour bien comprendre le rôle de l'apprentissage, on va continuer à faire des maths. Imaginons les cas dans lesquels l'apprentissage il est 1, c'est la valeur la plus haute possible, la plus élevée. Cette équation se réduit à cette équation. Donc, vous voyez que ce qui se passe, c'est que si l'apprentissage, c'est maximal, c'est too much, en gros, la valeur que je retiens, c'est juste la dernière valeur que j'ai vue.
c'est un petit peu comme si mon apprentissage était trop à court terme. Comme un peu, là, on dit, les poissons rouges n'ont pas trop de mémoire à long terme. D'accord? Donc, ça pour dire qu'un taux d'apprentissage, il ne faut pas maximal, ce n'est pas forcément le taux égal 1. D'accord? Parce que si le taux d'apprentissage il est 1, vous allez voir que le modèle prédit que je vais juste faire gaffe à ma mémoire très, très, très récente. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. Si l'apprentissage il est 0, il n'y a pas d'apprentissage. On est une plante. En gros, la valeur au pas de temps t plus 1 est égale à la valeur au pas de temps t. D'accord? Donc, vous voyez que ce taux d'apprentissage entre 0 et 1, ça nous donne un petit peu deux extrêmes. Si c'est 0, je n'apprends pas. Si c'est 1, j'ai trop tendance à modifier mes croyances au fur et à mesure avec des informations récentes. Donc, la question, c'est que maintenant, je vous ai donné un modèle d'apprentissage. La deuxième question, c'est qu'il nous faut un modèle de décision. Comment on prend une décision entre A et B? Donc, imaginez que là, je suis en train de vous montrer la probabilité de choisir A en fonction de la différence des valeurs A, B. Ça, c'est le modèle le plus simple. Ça dit simplement que si je suis ici, je pense que la valeur de A elle est plus élevée, je choisis A. Si je suis là, je pense que la valeur de B est plus élevée, et ben je prends B. D'accord? C'est un modèle tout bête, ça marche, ça fait le job, mais ça a un problème. Le problème, c'est que dans ce type de processus d'apprentissage, spécialement, il y a un dilemme entre exploitation des connaissances et exploration de nouvelles options. Et le problème de ce modèle-là, c'est qu'il ne l'explore pas du tout. Donc, je vous vais illustrer ce modèle. Donc, imaginez dans la décision de A versus B, il y a une autre option, peu importe. J'ai l'impression que B, c'est pas mal, je le prends, donc je suis content. D'accord? Le problème, c'est que ce maximum de valeur, ce que je crois être un maximum de valeur, pourrait être un maximum local, et qui est en fait une autre option que je n'ai pas explorée, A, qui en réalité est le meilleur. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour garantir que mon système, et ça revient très bien, ça connecte à la question que j'ai reçue tout à l'heure, comment est-ce que je peux faire pour que mon système, il explore l'environnement? Ah voilà, ça c'est juste une façon d'illustrer le problème. Voilà, c'est comme les deux parties, les deux extrêmes, c'est, voilà, on ne sait pas ce qu'on perd. Donc, comme Cristoforo Colombo, quand il a découvert les Amériques, c'était un choix exploratif. Il y avait déjà un chemin pour aller aux Andes. Il s'est dit, est-ce qu'il n'y aura pas un meilleur chemin? Et finalement, ça payait. Mais par contre, après, l'exploration, ça vient toujours à un coût. D'accord? Donc, comment est-ce que je peux faire pour que j'injecte un petit peu d'exploration dans les modèles? Je modifie un petit peu ma règle et je mets justement la stochasticité. C'est ça que je dis, connecte un petit peu à la question. Cette nouvelle modèle me dit qu'en gros, la plupart du temps quand je pense que A égale est plus grand que B, je prends 1. Quand je pense que B est plus grand que A, je prends B. Sauf que j'autorise un petit peu de pourcentage, un epsilon. En sciences, souvent, epsilon, c'est pour dire un petit truc. Donc, un 5%, par exemple, des choix dans lesquels, même si je pense que A est mieux que B, je vais quand même prendre A de temps en temps ou B de temps en temps pour vérifier que je ne suis pas en train de me tromper. D'accord? Et donc, ça explique pourquoi, même après beaucoup d'essais, souvent la courbe d'apprentissage ne converge pas à 100%. Parce qu'on pourrait toujours maintenir un petit peu d'epsilon, d'exploration, qui peut être intéressant. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'en fait, on ne peut pas dire, et ça c'est vraiment une découverte fondamentale et presque une évidence, on pourrait imaginer que nous, on veut optimiser, avoir les meilleurs taux d'apprentissage, la meilleure stochasticité. Ça, ce n'est pas possible parce que ça dépend du problème. Imaginons qu'on est dans un environnement stable. D'accord? La valeur de A, elle est tout le temps élevée. La valeur de B, elle est tout le temps basse. Dans ces cas-là, les meilleurs paramètres sont un tout petit taux d'apprentissage et une petite stochasticité parce que de toute façon, je vais pas trop faire gaffe. J'ai besoin d'une moyenne, en gros, rien ne change. Donc, c'est ça les paramètres optimaux. Mais si je suis dans un environnement volatile, dans lequel, oui, peut-être que A, il était meilleur que B au début, mais après, ça change tout le temps. Là, dans ces cas-là, il faut avoir un taux d'apprentissage élevé et une importante stochasticité parce qu'il faut monitorer, il faut être à l'affût des changements dans ces cas-là. Donc, ce qui nous apprend l'apprentissage par renforcement, ce n'est pas des valeurs des paramètres optimaux, mais comment est-ce qu'optimiser les paramètres d'apprentissage en fonction de ce qu'on croit être l'environnement. Donc maintenant, troisième partie,
est-ce que c'est mieux récompenser ou punir? Pour avoir la question. Donc, déjà, on va expliquer un peu ce qu'on attend par bâton et par carotte, c'est-à-dire des récompenses et des punitions. On revient à notre métaphore de la slot machine. On pourrait avoir dans un cas une slot machine qui a un cadrage positif. Donc, avoir un cadrage positif, c'est-à-dire qu'ici, la bonne action, elle nous fait gagner quelque chose par rapport à 0. Mais on pourrait avoir une loterie dans laquelle il y a un cadrage négatif. Donc, cette fois, la bonne action, elle ne nous fait pas perdre. Et ça revient, si vous voulez, quand moi, comme expérimentateur, j'ai construit ces deux machines, c'est comme s'ils sont en train de mettre en place un système d'incentive pour mes sujets. Est-ce que je vais incentiviser au gain ou je vais incentiviser aux pertes? D'accord? Est-ce que vous allez gagner quelque chose ou c'est surtout pour ne pas prendre une amende, par exemple, que vous devez motiver? Donc ça, c'est les problèmes, les cadrages positifs et négatifs. Et la question à laquelle beaucoup de recherches dans mon laboratoire ont essayé de répondre, quel cadrage est meilleur pour les performances des sujets dans ce type de tâches très simplifiées? Attention, donc je parle des résultats qui viennent de mon laboratoire, qui sont faits avec ce type de slot machine, etc. Et on pourra parler de généralisation. Donc ça, c'est la question. Mais en fait, la question, ça mène une autre question. Attention, performance. Qu'est-ce que ça veut dire, performance? Il y a plein de mesures de performance qui peuvent être intéressantes. D'accord? Donc, une première, c'est la précision. Donc, choisir la bonne réponse. Choisir les bons bras. Ça, c'est une mesure de performance. Mais une autre mesure de performance, c'est aussi la rapidité. Si quelqu'un choisit la bonne réponse 100% des fois, mais il prend à chaque fois plein de temps, ce n'est pas forcément rentable. Des fois, j'ai besoin d'avoir... Des fois, j'ai un compromis entre rapidité et précision qui fait que c'est important. Et après, il y a aussi une mesure encore plus subtile de performance, ce qu'on peut appeler la confiance ou bien la conscience de ses propres performances. D'accord? Parce que typiquement, par exemple, pour des buts communicatifs, quand on travaille en équipe, moi, je vais savoir ce que tu vas prendre comme décision, mais je vais savoir à quel point tu es sûr de cette décision. Parce que ça va informer les autres et ça va informer, par exemple, mon estimation du risque typiquement. D'accord? Donc, on a deux cadrages, la carotte et les bâtons, et on a au moins 3 mesures de performance, la précision, la rapidité et la confiance. Donc, à chaque fois, ici, évidemment, ça, ce n'est pas exactement le résultat. Je refais des graphiques, mais ça résume le résultat. Donc, concernant les taux de réponse corrects, si on prend comme référentiel la récompense, ils ont un certain taux de réponse correcte. Et bien, si on prend le cadrage de punition, il n'y a pas vraiment de différence en termes de précision. D'accord? Donc, dans toutes mes expériences, il y a peut-être une petite tendance dans laquelle les sujets sont un petit peu plus précis en punition, mais c'est vraiment marginal, c'est vraiment pas significatif. C'est-à-dire, les deux sont vraiment indifférents quand il revient à la question, sont pratiquement indifférents quand on revient à la question de la précision. Les deux cadrages ne font pas de différence. Alors, regardez la rapidité. Ah ben là, donc, du coup, la variable n'est plus la même. La variable, c'est maintenant le temps de réponse. Est-ce que le sujet il est rapide ou est-ce que le sujet il est lent? Là, il y a une vraie différence. Dans toutes mes expériences, les sujets sont plus lents à prendre des décisions à difficulté égale quand le cadrage il est négatif. D'accord? Ça, c'est un résultat qui est très robuste dans mon laboratoire et maintenant aussi dans d'autres laboratoires. Et ça doit vous rappeler les liens entre récompense et activation et punition et inhibition. D'accord? Les loups et les lapins. Troisième paramètre, c'est la confiance ou la conscience de ses propres performances. Ici, je ne vais pas exprimer les résultats par rapport à récompense ou punition, mais en gros, dans ces cas-là, on peut être bien calibré. Qu'est-ce que ça veut dire bien calibré? C'est que si j'ai un taux de réponse correct de 70%, je vais vous dire, ouais, je pense que je suis sûr à 70%. Si je pense que je suis sûr à 50%, je dis 50%. Donc, ma confiance, elle est calibrée à la réalité. Quand on dépasse ces seuils, on est surconfiant. Je pense avoir raison, même si ce n'est pas vrai. Quand on est au-dessous de cette seuil, on est sous-confiant. Je pense avoir tort, même si j'ai raison. D'accord? Donc, la punition fait que les sujets sont bien calibrés. Ils arrivent à restituer des performances qui sont cohérentes avec leurs performances objectives. Ils ont une bonne conscience de soi. Par contre, quand ils sont cadrés par des récompenses, ils tendent à être surconfiants. D'accord?
Et ça, c'est aussi un paramètre qui est important. Et par ailleurs, quand on reviendra en 2 secondes dans la partie des biais, on va peut-être un petit peu comprendre pourquoi. Donc, on va passer à cette partie des biais. La question qu'on se pose, on a ces modèles, qu'est-ce qui se peut passer de mal? Et comme je l'avais déjà dit lors de ma conférence sur les biais, en gros, n'importe combien de processus cognitifs on a, tous les processus cognitifs, à certains niveaux, peuvent être sujets à des biais. Dans le cas de ces modèles-là que je vous ai illustrés, et j'espère que vous avez tous compris, il peut y avoir un biais au niveau de trop d'apprentissage, qui est un biais d'optimisme, je vais vous expliquer en 2 secondes, un biais en termes de représentation de la récompense, que je vais appeler relativisme. Ce sont encore 2 sujets qui ont été étudiés de façon majeure dans mon équipe et par plusieurs autres laboratoires. Donc, l'optimisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le taux d'apprentissage pour les bonnes nouvelles ou les bonnes surprises est plus élevé que celui des mauvaises nouvelles. D'accord? Donc, quand la récompense que j'obtiens est plus élevée de ce que j'attendais, je modifie beaucoup mes croyances. Par contre, quand la récompense que j'obtiens est moindre de ce que je m'attendais, je ne fais pas trop gaffe. Je suis un peu, voilà, je néglecte un peu cette information. Un petit peu, pas complètement, mais davantage. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va surestimer notre probabilité de succès. Parce que si à chaque fois que j'obtiens une récompense, je m'en souviens, et à chaque fois que je me tape une punition ou une surprise négative, je ne m'en souviens pas, à terme, je vais penser que je gagne tout le temps, même si ce n'est pas forcément vrai. Et donc, du coup, ce biais d'optimisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il est optimal dans des environnements qui sont globalement pauvres de récompenses, et il est suboptimal, pardon, ça c'est suboptimal. Comme je vais envoyer les slides, je vais corriger tout de suite. Et voilà. Dans les environnements qui sont riches. Pourquoi ça? Parce que dans les environnements qui sont pauvres, il y a peu de récompenses. Donc, il faut être optimiste. Quand on en voit un, il faut donner beaucoup de poids à ces récompenses qui sont rares. Quand on est dans un environnement riche, ce qui est rare, ce sont les punitions. Donc, pour apprendre bien, il faut faire gaffe aux événements qui sont rares. S'il y a beaucoup de feedback positifs, pour apprendre, il faut détecter les rares feedbacks négatifs. Et c'est un petit peu la différence, par exemple, pour vous faire comprendre ça, c'est que dans la recherche, il y a le style continental, français, italien, et après le style anglo-saxon, surtout américain. Donc, en gros, quand tu fais une présentation scientifique à Paris, quand quelqu'un te dit « écoute, c'est pas trop mal », ça veut dire que c'est très bien, c'est un vrai feedback positif. Quand tu donnes une présentation scientifique aux États-Unis, c'est « great, amazing ». En fait, il faut vraiment capter les tout petites flexions dans l'enthousiasme pour comprendre que finalement, le feedback, il n'est pas très positif que ça. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est globalement, on a un biais de positivité. Il est adapté aux environnements pauvres en feedback positif, mais faites gaffe, parce que si l'environnement il est riche, ce n'est pas ce qui est optimal. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est probablement pour moi la raison pour laquelle, dans les résultats que je vous ai montrés, on est surconfiant en récompense. Parce qu'on apprend plus par ce type, on surestime notre choix d'être succès. Pourquoi je l'ai mis en gris? Parce que si la confiance, ce n'est pas clair qu'est-ce que c'est une bonne confiance. Il y a plein de situations dans la vie dans lesquelles il faut être surconfiant quand on veut commencer un projet, etc. Par contre, après, si on est trop surconfiant, vous pouvez voir qu'il y a aussi des problèmes. Et l'autre biais, c'est le biais de représentation de récompense, c'est le relativisme. L'idée, c'est que la valeur subjective d'une récompense ou d'une punition, en réalité, dépend du contexte. De façon très analogue à cette illusion optique que vous connaissez très bien, c'est l'illusion des cercles. En gros, la taille des cercles dépend de ce qu'il y a au contour. Alors, pourquoi c'est un problème? C'est un problème de généralisation. Et pour vous expliquer pourquoi, je vais vous dire comment est-ce que nous, on l'a démontré, ce problème de généralisation dans mon laboratoire. Donc, on a fait un premier slot machine, contexte 1, dans lequel les sujets devaient apprendre à choisir entre une récompense grande et une récompense petite, A, B. Et après, séparément, on fait un nouveau contexte, une nouvelle slot machine, dans laquelle il y a une option C et une option D. Donc, cette fois, c'est un cadrage négatif. Dans la deuxième phase, je mélange les options. Je prends l'option C et l'option B. Donc, vous voyez que maintenant, l'option optimale devient l'option B, forcément, parce qu'elle est celle qui est positive. Eh bien, les sujets, dans ce type d'expérience, ils choisissent tout le temps l'option C. Pourquoi?
Parce qu'au lieu de se rappeler la valeur absolue de C, il se rappelle la valeur relative, c'est-à-dire C, c'était quand même par rapport à D. D'accord? Alors que comme B, c'était par rapport à A, il pense que de façon relative, c'était ça. Donc, du coup, vous voyez, ce type de relativisation, c'est aussi un biais qui est très robuste partout dans la cognition, la dépendance au contexte, et aussi particulièrement ici. Et on l'a trouvé aussi dans nos laboratoires. Donc, on a fini notre présentation et on va voir un petit peu quels sont les messages fondamentaux. Donc, au début, je vous ai un petit peu introduit la question, la notion de récompense, de punition et comment est-ce qu'elles sont liées à l'action, d'accord? Et l'effet aussi, bien sûr, qu'il existe des formes plus ou moins complexes d'apprentissage par renforcement. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'apprentissage instrumental. Alors, je vous ai aussi dit qu'il y a une transition d'un processus contrôlé à automatisme. Et automatisme, ça a des côtés positifs et des côtés négatifs, bien sûr. Je vous ai décrit dans un détail, j'espère que vous n'avez pas trouvé trop pénible, un modèle d'apprentissage qui a deux paramètres importants. Les taux d'apprentissage qui nous permet de modifier nos croyances en fonction de la surprise qu'on obtient et la stochasticité qui nous permet d'explorer de façon exhaustive les différentes options. Et je vous ai aussi montré qu'il n'y a pas de valeur optimale de taux d'apprentissage, pas de valeur optimale de stochasticité, mais dépend de la volatilité de l'environnement. Si l'environnement est volatile, il faut être assez stochastique et avoir un gros taux d'apprentissage et vice-versa dans un environnement stable. Troisièmement, on a vu, en tout cas dans mes expériences, vaut mieux la récompense et la punition. Et bien, malheureusement, il n'y a pas de réponse univoque à ça. Les bons cadrages dépendent, enfin, définir qu'est-ce que c'est le bon cadrage, carotte ou bâton, va dépendre de ce qu'on veut maximiser. Si on veut maximiser la précision, ils sont à peu près équivalents. Si on va maximiser la rapidité, il vaut mieux la récompense. Si on veut maximiser la précision, la confiance, la calibration de la confiance, il vaut mieux la punition. Et enfin, je vous ai décrit des biais cognitifs qui sont des biais cognitifs dans ces processus, c'est-à-dire les biais d'optimisme. On a un taux d'apprentissage plus élevé pour les bonnes surprises que les mauvaises surprises, et le fait qu'on n'arrive pas à représenter des valeurs de façon objective mais relative, ce qui peut engendrer des problèmes de généralisation. Et voilà, avec ça, j'ai conclu. Les petits trucs, c'est pour mon site internet, vous pouvez trouver d'autres ressources. Et j'en profite encore une fois pour m'excuser pour les malentendus par rapport à l'horaire. Enfin, malentendus, c'est moi qui n'avais pas percuté. Et voilà, j'ai hâte d'enchaîner avec les questions qui vous aurez. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la culture, en fait, qui peut faire varier effectivement les paramètres. Donc ça, c'est observable par rapport à des adultes, mais est-ce que ça serait observable également chez des enfants, en fait, qui n'auraient pas encore été finalement éduqués? Alors, donc, au niveau macroscopique, ça c'est une super bonne question. Déjà, je ne sais pas si vous voulez allumer la caméra de 137 aussi. On essaye en fait. Hein. D'accord, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous entends très bien en tout cas. Donc, question développementale, c'est une grosse question de recherche. Moi-même, par exemple, j'ai travaillé chez des ados, alors pas chez les enfants. Donc, il y a plusieurs phases. J'ai envie de dire cela. Donc, la phase typiquement de la petite enfance, ça se caractérise par un taux d'exploration qui est encore plus élevé que les adultes. D'accord? Et c'est normal, c'est le moment où il faut vraiment créer, explorer l'environnement, etc. Le taux d'exploration se stabilise et après, pendant l'adolescence, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ils sont encore moins sensibles aux punitions. Donc, les cadrages, pour le coup, il vaut mieux utiliser un cadrage positif pour la précision par rapport à un cadrage négatif. Donc, typiquement, avec vos adolescents, la bâton, il ne va pas marcher beaucoup. Ça, c'est des résultats. La réponse générale est que oui, tous ces paramètres évoluent en fonction de la vie. Pourquoi évoluent? Parce que les problèmes d'apprentissage ne sont pas les mêmes quand on a 4 ans, quand on a 13 ans, quand on a 18 ans, quand on a 30 ans. Et après, ils vieillissent aussi. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas non plus neutre le passage dans l'âge adulte et puis dans le vieillissement. Il y a des trajectoires. Et les trajectoires, il faut faire attention. Donc, typiquement, le fait que les ados ils sont plus sensibles aux récompenses et punitions, ça peut expliquer une augmentation de leur comportement risqué
en plein d'endroits, mais il peut être aussi important parce qu'il faut qu'il fasse de nouvelles expériences, il faut qu'il se crée un petit peu une surconfiance, une confiance importante, etc. Voilà. Merci. Oui, j'ai une question par rapport au lien entre ce que vous avez expliqué et l'entreprise, le management en particulier. Est-ce que dire qu'un processus de changement ou de transformation dans une entreprise peut être assimilé à une phase d'apprentissage, par exemple, et si oui, et comment on peut adapter ce que vous avez dit à une situation, par exemple, de transformation d'entreprise? Alors, moi, je pense que c'est ça, c'est ce que je voulais dire avec la toute première slide ou un des premiers diapos. Ce que je voulais dire par le fait que l'apprentissage par renforcement, c'est pertinent du niveau très bas échelle, apprendre à utiliser une fourchette, au niveau même, vous êtes un médecin et vous devez prescrire des médicaments. C'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'il y a une boucle, décision, résultat, décision, on peut formaliser ça comme un processus d'apprentissage par renforcement, même si on est en train de faire des sursimplifications. Parce qu'en vrai, je vais bien croire que la vie en entreprise, il y a des meetings, il y a des parties sociales, des parties tout seul, etc., etc. Donc, en réalité, c'est très complexe, mais si on arrive un petit peu à identifier cette boucle, décision, récompense, prochaine décision, on peut appliquer ces insights. Pour faire ça, l'effort cognitif nécessaire, c'est avoir une bonne décodage de l'environnement, d'accord? Parce qu'en gros, ce qu'il se passe, c'est que dans mes expériences, c'est très facile. Il y a bras droit, bras gauche. Il n'y a pas d'ambiguïté déjà à identifier qu'est-ce que c'est une action. Il n'y a pas d'ambiguïté non plus à identifier qu'est-ce que c'est une récompense. Dans la vraie vie, c'est plus complexe. Souvent, les actions, c'est en fait une collection d'actions. Souvent, la récompense n'est pas juste tu obtiens quelque chose, mais c'est une période dans laquelle tu collectes récompense. Donc, vous voyez qu'il faut, pour pouvoir utiliser cet insight, il faut un petit peu retransformer la complexité en quelque chose qui est analysable en termes relativement simples de boucle, action, récompense, action. D'accord? Et souvent, ça passe par créer des hiérarchies d'actions, en gros, de clusteriser, de mettre dans un groupe une séquence, voilà, faire en sorte qu'une séquence d'actions être perçue comme une décision, d'accord, qu'on implémente, qu'on déploie, d'une part, et d'autre part, avoir aussi un bon horizon temporel. Parce que le problème avec la récompense dans la vraie vie, elle n'arrive pas tout le temps, tout de suite. Bon, souvent, elle est délayée. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que cette boucle fonctionne à la fois pour nous-mêmes et à la fois pour analyser ce qui s'est passé, il faut qu'on surpasse typiquement ces biais de proximité temporelle qu'on a. Il faut qu'on puisse comprendre que des fois, la récompense, elle arrive assez loin. Et on peut y arriver dans plein de situations. Mais c'est pour ça que par contre, ce n'est pas non plus complètement trivial de tout de suite appliquer ces cadres de travail, ces cadrages à des problèmes plus complexes. Mais à la fois en recherche, je pense dans la vraie vie, il y a des outils comme cette idée de simplifier un peu l'environnement, par exemple en faisant groupe, en considérant des décisions comme des groupes d'action, etc. Stéphano, j'ai une question. Lorsqu'on apprend, souvent on est confronté à devoir apprendre des exceptions, des cas d'exception, et les Français sont champions du monde dans ce domaine. Comment vous conseillez en fait d'aborder cet apprentissage des exceptions? Alors, je vais vous répondre en deux étapes. Donc déjà, les problèmes des exceptions, je vais les retraduire dans les cadres de travail que je vous ai montré. Les problèmes des exceptions, typiquement, arrivent quand on a un taux d'apprentissage trop élevé. Pourquoi? Parce que imaginez que A est meilleur que B en moyenne. D'accord? Par contre, de temps en temps, ça peut ne pas être la bonne option. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on change. Par contre, si on subit une exception et on a un taux d'apprentissage trop important, on va complètement modifier notre connaissance et on switch tout le temps. C'est un petit peu ce qui se passe quand on dit « jeter les bébés avec l'eau du bain » en quelque sorte. Ce n'est pas qu'à un moment donné, on a un feedback négatif et du coup, toutes nos connaissances poubelles. Non, ça dépend, surtout si l'environnement n'est pas trop volatile, il faut qu'on... Qu'est-ce que ça veut dire, le taux d'apprentissage plus petit qu'un? C'est que progressivement, on tient compte des événements passés. Et du coup, c'est notre capacité
Donc, de regarder rétrospectivement dans le passé et faire une sorte de moyenne qui doit nous aider à effacer ces exceptions-là, en quelque sorte. Alors, si l'exception elle est informative, il faut en tenir compte. Mais le poids qu'il faut donner à cette exception va dépendre de la volatilité de l'environnement. Si ce qui s'est passé, c'est un signal véritable que A et B se sont renversés, bah, la réaction ne doit pas être la même. Et du coup, il faut essayer de comprendre quoi? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui peut nous aider à justement inférer, comprendre qu'est-ce que c'est la volatilité de l'environnement. Et ça, c'est une très bonne question. Et une possibilité, c'est aller regarder dans le passé à quel point je suis en train d'accumuler de la surprise. Si l'environnement devient volatile, et donc je commence à être surpris une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il faut que j'active une espèce de sonnette d'alarme qui me dit, là, ce n'est pas normal. 4 fois à la suite, j'ai des surprises, bonnes ou mauvaises qu'elles soient, c'est peut-être l'antichambre du tremblement de terre, il y a quelque chose qui va se passer. Si par contre, je prédis tout bien, et puis de temps en temps, j'ai une surprise, même importante, bah là, typiquement, c'est des signes noirs. OK, bon, c'est l'exception, il ne faut pas que j'en tienne trop compte. C'est vraiment, surpondérer les exceptions, il faut vraiment le retraduire en termes de combien d'essais dans le passé je regarde. D'accord? Est-ce que je me base juste sur hier ou sur les mois derniers ou sur les derniers 10 ans? Et vous voyez qu'il y a des discussions, il ne faut pas se baser sur 10 ans, le monde évolue trop vite. D'accord? Donc, voilà. Il y a d'autres décisions, d'autres situations pour lesquelles il faut peut-être trouver un bon compromis. Parce que il n'y a pas de révolution non plus, il n'y a pas de révolution non plus tous les mois. Et je rigole parce que typiquement, le mot révolution, il est abusé en sciences, mais je pense aussi beaucoup dans l'entreprise. On veut qu'à chaque fois, la nouvelle technologie, ça soit une révolution. Une nouvelle découverte, ça soit une révolution. Non, en fait, les révolutions véritables sont assez rares. C'est-à-dire, souvent, le passé, il est bien prédicteur du futur. Voilà. Est-ce qu'il y a des courbes de désapprentissage? Oui. Qui a posé la question? En entreprise, quand on est confronté à des changements qui sont nécessaires, on se heurte à la force de l'habitude. Donc, il faut parfois apprendre, il faut désapprendre pour pouvoir réapprendre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut... Donc, déjà, ça, je l'ai dit et je le répète, encore une fois, les habitudes peuvent avoir des valeurs positives très importantes parce que ça, en gros, ça nous épargne de la ressource. Le problème est quand il y a un changement. Comment est-ce qu'on peut favoriser... Alors, quand on sait qu'il y a ces changements et on sait que les gens seront heurtés à ce type d'inertie, voilà, on peut appeler ça une inertie comportementale, de fait. Je peux vous dire ce qu'on fait, nous, pour faciliter le désapprentissage dans les laboratoires. Et là, on change les contextes. C'est-à-dire, les habitudes, normalement, sont vraiment induites de façon automatique, même par des choses qui n'ont rien à voir avec la tâche que je vais faire. C'est-à-dire, la disposition des meubles dans les bureaux, la couleur des parois, par où je rentre, par où je sors, etc. Et donc, on s'est rendu compte dans les laboratoires, si on arrivait à faire développer une habitude, un animal ou un sujet sur un bouton par rapport à un autre, c'était facile de lui faire part de l'habitude si on changeait un truc qui n'a rien à voir, qui était la lumière de la chambre. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était orthogonal, complètement orthogonal par rapport aux valeurs des options, aux options elles-mêmes. Mais comme ça induisait une sorte de changement de contexte, contextuel, cette connexion automatique entre contexte et habitude, il était un petit peu affaibli, ce qui faisait que l'apprentissage était favorisé. Par contre, ça dépend du fait que vous soyez sûr qu'il y a un changement qui va se produire. Mais c'est vrai que dans plein de situations, c'est le cas, surtout si c'est vous qui induisez les changements, par exemple. Voilà.
J'ai un petit commentaire, je ne sais pas si c'est une question, c'est plutôt un commentaire, c'est qu'effectivement, je dirais, les valeurs, on va dire, et les attentes, on va dire, émotionnelles peuvent être différentes et peuvent varier dans le temps. Alors, je vais prendre une caricature, c'est qu'à un moment donné, tout à l'heure, on parlait de récompense et de punition. À un moment donné, une fessée pourrait être, je vais vous faire sourire, mais ça peut être effectivement, on va dire, au départ, c'est vécu comme une punition, ça peut être vécu comme une récompense, ça dépend du contexte. Voilà, donc on a tous rigolé, mais c'est vrai, c'est un petit peu ça qui peut arriver également, donc en fonction des époques. Ce qu'on a vécu avec le télétravail, ce qui avant le Covid était une récompense, devient aujourd'hui quelque part aussi une punition. Et donc, j'entends, moi j'adore les statistiques, hein, Stéphano, mais ce qu'on a pu expliquer à un moment donné fait que le modèle aujourd'hui ne fonctionne plus parce qu'en fait, on a un contexte réel qui induit également, qui touche également l'émotion et donc le taux d'apprentissage, qui fait qu'en fait, notre modèle, eh ben, il est complètement, on va dire, reparamétré et à reparamétrer. Aujourd'hui, ce qui avait pu fonctionner fonctionnera différemment. On est obligé, nous, de notre côté, à revoir entre guillemets, nos techniques d'apprentissage avec effectivement la lumière de ce que vous avez évoqué, mais dans des contextes qui sont, on va dire, non connus. Moi, j'ai envie de rebondir à ces commentaires sur quelque chose qui est très lié. Donc, c'est lié déjà un petit peu au dernier biais, les biais de relativisme. Déjà, ça nous dit qu'en fait, il n'y a pas de récompense absolue. Et un gros problème avec les récompenses et avec les punitions, c'est la satiété et l'habituation. Donc, même la glace, elle est géniale si j'ai faim. Après, j'ai mangé 3 kilos de glace, vous voyez que ça perd de la valeur. D'accord? Donc, surtout, et ça, c'est quelque chose qui est du coup connecté un peu à la question, je crois, d'Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir analyser ces problèmes de la vraie vie comme des problèmes de renforcement, ça demande aussi une identification de qu'est-ce que c'est une récompense, mais malheureusement, la valeur subjective d'une récompense, c'est aussi compliqué de la tracer, avec d'un côté satiété et habituation qui peuvent être sur les collimataires, qui peuvent être pertinents à être évalués dans ces contextes-là. Absolument. Et voilà, je pense que l'exemple de Covid et de Zoom, c'est un bon exemple. Il y a eu une courbe de saturation qui est là, voilà, c'est peut-être que maintenant qu'on est en train de revenir un petit peu du présentiel, malgré mon fail de ce matin, on va pouvoir trouver un petit peu les plaisirs qu'on pouvait avoir au début en se rendant compte qu'on pouvait faire des réunions en ligne, presque en pyjama, etc. Ça, c'est une punition. Bah, hier, je suis au bureau, je vous assure, donc ce n'était pas pour garder mon pyjama que je suis pas venu. Juste un commentaire, parce que je trouve que c'est un bon exemple, en fait, le télétravail, la punition versus récompense. Mais donc, tu disais qu'effectivement, on était en train de revenir dessus, mais je pense que c'est quand même très lié à l'individu. C'est-à-dire qu'en fonction de certains individus, finalement, aujourd'hui, on est toujours dans une situation de récompense et il y a les modes d'apprentissage, en fonction aussi des postes occupés par les individus, finalement, le télétravail peut être une solution et encore vécu aujourd'hui comme une récompense. Mais peut-être que nous... vendu, mais pas forcément vécu. Vendu, mais pas forcément vécu, mais il y a quand même, moi je connais des individus pour lesquels, au contraire, ça les booste encore, ça développe de la créativité. Et moi, dans mes références à moi, je suis très surprise, mais en fait, je le constate. Voilà, c'était juste une réflexion. Encore une fois, pour rebondir, je pense que là, je n'ai pas insisté assez de façon générale sur le rôle de la variabilité individuelle importante dans tout ce que je vous ai dit, en fait. C'est-à-dire, en mot scientifique, j'ai focalisé ma présentation sur les résultats moyennes, mais à chaque fois qu'on fait des expériences, on teste de 20 jusqu'à 100 sujets. Et bien sûr, en fait, les résultats moyennes, c'est si vous devez déployer une policy,
vous voulez connaître les résultats en moyenne, vous en fichez de savoir si Jean-Michel aime ci, si Aline aime ça, etc. Donc, voilà. Par contre, il y a plein d'applications dans lesquelles l'individuel est très important. Et, typiquement, dans cette balance sensitive en termes de précision entre cadrage positif et négatif, c'est une source de variabilité entre individuels importante dans toutes nos expériences. C'est bien connu que quelqu'un il va se motiver plus. Je ne sais pas, par exemple, moi, ça m'arrive des fois d'avoir un peu un fonctionnement où je dois me mettre dans une situation de stress pour performer au maximum. C'est-à-dire, voilà, pour la vraie, là, alors, il faut que je rende un livre, maintenant j'ai que 2 mois, donc voilà, je me mets en mode production et ça va le faire. Mais en même temps, encore une fois, ça va améliorer une forme de performance chez moi, par exemple la production matérielle des pages écrites par journée, mais par contre, peut-être pas la créativité. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'encore une fois, même au niveau interindividuel, pour certaines tâches, me créer une anxiété modérée m'aide, pour d'autres tâches, pas du tout. Mais oui, variabilité interindividuelle est très importante, pas seulement au cours du développement, mais 2 personnes, bien sûr, ils auront des profils différents. Néanmoins, je pense, pour revenir un peu le côté statisticien du scientifique, il faut bien avoir en tête de façon générale, surtout quand on prend des décisions qui vont s'appliquer à une bonne partie des gens, enfin à un certain nombre de gens. Après, bon, les résultats statistiques sont aussi très informatifs et utiles. Je reprends ce que vous avez dit sur précision, rapidité et confiance. Pour tout de suite, ça m'évoque quelque chose. Moi, je suis un grand fan d'un ancien joueur de rugby. Et en regardant ça, je me dis, mais une équipe performante, c'est là où on est au maximum de la précision, de la rapidité et de la confiance, dans un univers relatif. Donc, en fait, le cadrage est toujours positif. Vous disiez que la rapidité était plus lente quand le cadrage était négatif. Oui, donc finalement, la précision, elle est un petit peu neutre. La rapidité, les cadrages positifs, c'était mieux. Donc, du coup, si on se considère à juste les rapports entre rapidité et précision, effectivement, les cadrages positifs semblent être plus avantageux. Si on imagine qu'il y a une espèce de... Par contre, si on calcule une mesure d'efficacité qui serait performance par unité de temps, de façon assez standard. Par contre, ça va être au détriment pour le coup de la précision au niveau de la confiance. Parce que les gens dans ce type de cadrage, ils vont être surconfiants. Encore là, ça dépend des situations. Il peut y avoir des situations quand la surconfiance, ça paye. Si je dois convaincre des investisseurs, ça joue souvent d'ailleurs à des choses un peu comme ça, la capacité de la personne d'être convaincue et de convaincre les gens. Donc, c'est un effet positif. Mais par contre, si je garde pendant toutes les phases de développement de ma boîte le même niveau de surconfiance, bah, peut-être à un moment donné, je vais payer ça. Est-ce que ce serait possible de revenir sur le graphe que vous avez montré sur les environnements complexes ou volatiles? Je ne sais plus comment vous l'avez intitulé. Oui. Les 2 graphes. Parce qu'en fait, j'aimerais que vous reveniez sur les principales notions. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pour développer les gens dans cet environnement qui est effectivement très compliqué, volatile, changeant, etc., quels pourraient être les leviers d'apprentissage pour les guider et pour qu'ils soient, au-delà du fait, je ne sais pas si vous avez tous vu le dessin qui était de dire est-ce que il faut que tu te transformes. En dehors de ça, une fois qu'on a dit ça, dans les univers qui bougent beaucoup, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait jouer, quoi? Alors, oui, donc l'idée vraiment de ces graphes, c'était montrer une situation dans laquelle avoir un taux d'apprentissage, ou bien, on va le dire différemment, baser ses choix présents sur vraiment la moyenne de tout ce que j'ai vu dans le passé, ce n'est pas optimal. Parce que tout ce que j'ai vu dans le passé, quand l'environnement est volatile, n'est plus prédictif du futur. Ce qui devient prédictif du futur, c'est le passé récent. D'accord? Donc, après, si par levier, vous dites qu'est-ce qu'il faut dire aux gens,
sais pas trop, mais par contre, je pense que la direction dans laquelle il faudrait mettre des gens qui sont dans un environnement volatile, c'est typiquement essayer de pas du tout développer des habitudes, parce que les habitudes vont servir à rien dans 3 jours. Et du coup, c'est une réactivité accrue au feedback. Voilà. C'est-à-dire, pour revenir à la première question, si l'environnement il est volatile, il faut considérer qu'il n'y a pas d'exception et que tous les feedbacks qu'il y a, c'est en fait des vraies informations sur l'environnement. D'accord? Donc, c'est ça un petit peu l'idée. À l'opposé, s'il faut motiver à quelqu'un qui rentre dans une phase de stabilité, il faut dire, écoute, ne fais pas gaffe aux exceptions et d'essayer d'avoir un horizon assez large dans le passé sur lesquels tu bases tes choix présents. Stéphano, dans ce que tu dis, il y a une notion de prise de risque, de droit à l'erreur qui n'est pas très culturelle chez nous. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça et nous conseiller? Alors, déjà, donc, vraiment, l'apprentissage par renforcement, c'est ces cadres dans lesquels il faut embrasser les risques. Parce que la définition elle-même, c'est commencer une tâche sans connaître qu'est-ce que c'est la bonne réponse. Et bien là, au début, il y a juste l'inaction, et l'inaction ne va apporter à rien. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça, même si je l'ai montré de façon rapide, mais la métaphore de la découverte des Amériques, c'est un petit peu, c'est-à-dire, il y a des fois, il peut prendre même des risques majeurs parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière les options qu'il n'a pas explorées. D'accord? Donc, vraiment, ça s'appelle essai-erreur. Dans l'apprentissage par essai-erreur, il y a l'essai. L'essai, c'est, allez, je me lance, je pédale avec mon vélo, les premières 10 fois, je me casse la gueule, et ben c'est normal, c'est comme ça. Et si on ne fait pas ça, on n'apprendra jamais à nager, on n'apprendra jamais à faire du vélo, et on ne découvrira jamais l'Amérique, en gros. Oui, c'est comme dans la notion de confiance qui nécessite d'accepter de ne pas avoir la garantie du résultat. Oui, exactement. C'est là où on peut se permettre de ne pas prendre des risques, c'est qu'il n'y a pas d'incertitude. C'est-à-dire quand j'ai une option, je connais pour sûr qu'est-ce que c'est sa valeur, l'autre option, elle est peut-être risquée, moi, je prends en toute information, toute cognition de cause, la décision de ne pas prendre un risque. Là, c'est plus radical qu'une simple incertitude. C'est vraiment une absence de connaissance. C'est presque une ambiguïté intrinsèque de l'environnement. Et il faut résoudre cette ambiguïté par l'action, par l'exploration. Bon, après, et ça, encore une fois, on pourra avoir toute une conférence sur le côté social. Une façon pour court-circuiter ça, c'est l'imitation. Regardez ce qu'ils font les autres. Mais il faut quand même quelqu'un qui se casse les dents. C'est-à-dire, on peut capitaliser sur l'expérience d'autrui au maximum. C'est rationnel de le faire, mais les autres peuvent se tromper. Et puis, bon, il faut bien que quelqu'un commence. Moi, j'ai une question sur la conduite du changement d'une façon générale. J'ai beaucoup vu d'articles qui disaient que pour conduire des transformations assez drastiques, il fallait montrer que la situation ne pouvait plus durer. On parlait de burning platform ou my iceberg is melting. Et mon expérience personnelle, c'est que c'est super négatif. Puisqu'on est obligé de bouger de A vers B parce que A disparaît et puis ça brûle quoi, ou ça fond et on va tous mourir. Je suis intéressé par la conduite du changement guidée par quelque chose de positif. Donc là, on a bien le rapport entre la carotte et le bâton, mais avec une notion de survie. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, moi je pense. Pas qu'à Stéphano d'ailleurs. Du coup, ouais, rapidement, je pense déjà la situation que vous décrivez, je pense que ça répond un petit peu à ce que j'ai suggéré. C'est-à-dire, si j'ai compris la situation de vous parler, donc il y a des changements drastiques qui doivent être mis en place. Du coup, il y a tout qui change. Alors, ça crée une situation désagréable parce qu'on perd nos repères. Mais je pense que c'est pourquoi ça se passe comme ça? C'est pour justement casser toutes les habitudes. C'est-à-dire, voilà, on remet à zéro. Par contre, c'est sûr que ces processus, même nos animaux dans les expériences, les changements de couleur de la lumière, ils ne vont pas les percevoir positivement. C'est-à-dire, ça va créer une situation d'anxiété. Ça va remettre
l'apprentissage à zéro, mais ça ne va pas être accompagné par quelque chose de nécessairement de positif. Parce que les changements, généralement, il est perçu comme quelque chose avec une valeur affective négative. Après, ensuite, est-ce qu'on pourrait induire cette notion de changement radical, mais avec un focus un peu sur le positif? Alors ça, peut-être, je laisse un peu les autres répondre, je ne sais pas, mais ce n'est pas techniquement possible. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que ça s'accompagne un déménagement dans lequel tout le monde y gagne en termes de mètres carrés. Je dis une bêtise ou des choses comme ça. Bon, mais je pense que ce n'est pas, voilà, pour dire, c'est pas impossible, mais c'est vrai que souvent, il y a un peu une corrélation entre il faut tout casser et du coup, ça va être perçu comme dur, mais en même temps, ça va faire que les gens vont se remettre en question, vont réactiver leur taux d'apprentissage pour recréer de nouvelles croyances, habitudes qui sont plus adaptées au nouveau contexte. Merci. J'ai eu des expériences de gestion de projet comme ça, de transformation, et en fait, je crois que surtout la notion de récompense, elle varie beaucoup d'un individu à l'autre. Et je crois qu'une des grandes difficultés, c'est qu'il y a des gens avec qui l'annonce anxiogène que l'iceberg sur lequel ils sont assis est en train de fondre a beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Et inversement, il y a d'autres gens à qui, dans l'équipe qui ne veulent pas entendre ça, qui veulent au contraire voir le ciel bleu qui est devant nous. Et notre rôle, c'est vraiment de bien comprendre la personnalité de chaque membre de l'équipe pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner avec eux, de façon à emmener tout le monde à peu près à la même vitesse. Moi, j'ai l'exemple d'un projet où il y avait une culture dans l'entreprise où les gens ne se disaient pas les choses, parce qu'à chaque fois qu'ils disaient une mauvaise nouvelle, ils se faisaient taper sur les doigts par le PDG. Donc, à la fin, tout le monde finissait par mentir, ou du moins pas mentir, mais masquer, cacher, minimiser les risques, jusqu'au jour où il y a eu un risque qui est arrivé. Et puis là, l'ingénierie nous a dit on va avoir 2 mois de retard. Et là, ils ne pouvaient plus le cacher, c'était passé sous le tapis, on arrivait à le cacher jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là. Et là, il y a eu en fait un côté déclencheur. C'est créé une vague, un tsunami au niveau de l'équipe de management et au niveau de la direction, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les gens avaient agi comme ça. Moi, en tant que chef de projet, il a fallu que poliment j'explique que à force de taper sur les doigts des gens finissent par cacher ce qu'ils n'avaient pas. Donc, il fallait absolument qu'on renverse ça. Et là, on a dit, en fait, maintenant, et je me souviens, à chaque meeting, on démarrait en disant aux gens, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Dans l'enceinte de cette gestion de projet, il n'y aura pas de retaliation, il y aura pas on ne va pas vous taper sur les doigts. Au contraire, plus on va partager nos risques communs, et mieux ça va avancer. Et au bout de 6 mois, on a fini par éventuellement inverser cette tendance. Mais tout ça pour dire que tout le monde ne fonctionne pas avec le même type de récompense. Et je crois qu'à la fin, il faut vraiment customiser au maximum avec chaque individu, parce qu'en fait, il y en a qui répondaient à l'argent, il y en a qui répondaient au fait qu'ils étaient impliqués dans les décisions, d'autres qui répondaient au fait à la table dans le dos. Enfin, chacun est différent. Je pense que ça dépend du contexte. Moi, je suis, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais spécialisé dans les entreprises en difficulté. Quand je prends la tête d'une boîte, je rassure parce que ça ne va pas bien, mais pas bien du tout. Alors, il y a différents types d'entreprises, celles où tout le monde se cache derrière son petit doigt, et là, il faut dire les choses et les dire crûment, parce qu'il faut mettre la réalité sur la table pour qu'effectivement il y ait derrière des réactions, et qu'on puisse, une fois que tout est sur la table, qu'on puisse avancer. Sinon, on n'avance pas. Il y a déjà une boîte, ils se disaient, nous, on est tranquille, too big to fail. Ce n'est pas du tout le cas. J'avais été embauché pour liquider la boîte. J'ai réussi à la sauver. Mais voilà. Donc là, à partir du moment où les gens se sont rendus compte que peut-être qu'ils se bougent les fesses, ils se les ont bougés. Il y a d'autres boîtes où, en général, tout le monde sait. Et là, il n'y a pas besoin de rester
d'urgence, plutôt mettre ça dans la tête de l'actionnaire, qui lui n'a pas toujours une bonne vision de la réalité. Voilà. Mais traiter les gens en adultes, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'ils vont répondre en adulte. Mais la situation de l'entreprise, c'est quand même quelque chose qui est. Enfin, le contexte est important dans la façon dont il faut gérer les choses et en discuter et y aller à fond. Merci. Je serais complètement aligné, mais il y a une importance de transparence et pour la confrontation avec la réalité. Après, la crédibilité de ce qu'on peut faire. De ce qu'on met, de notre réalisation. Voilà. Donc, c'est important effectivement de donner cette transparence sur la confrontation avec la réalité. Après, il y a des personnes qui sont capables de l'entendre d'une manière plus ou moins importante. Ça fait partie effectivement des contextes, etc. Et donc, il y a des. Effectivement, on peut appuyer d'une manière plus ou moins élevée en fonction des personnes sur la confrontation réelle sur les émotions. Alors, l'histoire de l'iceberg, moi je trouve que c'est sympa parce qu'effectivement, on peut dire l'iceberg fond, ce qui est une confrontation avec la réalité. Après, derrière, il y a des façons de voir les choses, c'est-à-dire qu'on peut aussi sortir du cadrage. Est-ce qu'on est loin des côtes? Est-ce qu'on a une capacité à pouvoir emmener tout le monde qui est sur l'iceberg? Est-ce que tout le monde veut venir? Est-ce qu'il n'y a pas des pingouins? Eux, ils n'ont pas de problème, ils vont pouvoir dire nager, ce n'est pas le sujet. Est-ce que la météo le permet? Il y a plein de paramètres qui vont permettre de rassurer ces différentes populations qui ont des enjeux, des capacités d'adaptation et des compétences qui sont différentes. En revanche, là-dessus, s'il y a une vraie transparence à avoir sur la réalité des faits, pour que derrière, il y ait une crédibilité sur l'action et surtout notre légitimité à vouloir mener une action. On n'est pas là pour pouvoir, nous, quand on est sur une action de dirigeant, occuper un poste. On est là pour réaliser ce qu'on doit faire pour l'entreprise. Ce n'est pas forcément pour la vendre, même si parfois on a ce mandat, ou la liquider, c'est faire ce qu'on doit faire pour l'entreprise avec les ressources qu'on a. Et c'est vrai qu'en tant que RH, on m'a parfois, on va dire, fait venir pour faire des PSE, et souvent, en fait, le PSE n'est pas la bonne option. Ou alors, elle est prise trop tard. Souvent trop tard. Et souvent, quand c'est trop tard, ce n'est pas la bonne option. Ça fait partie des options, ce n'est pas forcément l'ultime et l'unique. Exactement. Mais en général, ce qu'on ne voit pas bien, c'est que tout a été mal fait et tardivement. Ouais. Mais après, on ne refait pas le passé, donc c'est ça qui est important. J'ajouterais bien. Vas-y, Stéphano. Non, Hélène, non, absolument. C'était juste une petite remarque par rapport à ce qui a été dit et pour faire peut-être le lien aussi avec ce qu'a dit Stéphano. Dans cet accompagnement au changement, en tous les cas, les entreprises que j'ai pu accompagner dans des phases de transformation, il y a une notion qui me semble très importante qui est le temps. Quand on est dirigeant, et tu l'évoquais il y a quelques secondes, on arrive pour une mission. Donc nous, on a l'information et on a souvent eu le temps de la digérer. Et ce qui fait que quand on démarre, même si on est transparent, il y a un choc qui se produit. Là, Stéphano le disait tout à l'heure, il y a une charge affective qui est forcément négative dans le changement. Et on a beau présenter tous les aspects positifs, tu parlais tout à l'heure, Stéphano, du déménagement, qu'on le veuille ou pas, il y a cet aspect négatif. Et du coup, ce qui me semble important, au-delà de la transparence qui est fondamentale, c'est de laisser le temps, justement, pour que l'aspect négatif, petit à petit, se transforme en une vision positive. C'est-à-dire que je sais que je vais changer, et pas seulement à marche forcée parce que je n'ai pas le choix, mais aussi parce que tu vois des aspects positifs. Donc, et j'ai le sentiment, moi, souvent, que dans les entreprises, on ne prend pas ce temps-là. On veut aller vite parce qu'il y a des soucis économiques, parce qu'il y a des enjeux importants. Et or, en tous les cas, c'est ma conviction, je pense que si on prenait un peu plus le temps, on réussirait mieux et les résultats seraient meilleurs. Voilà. En fait, il y a deux parallèles. C'est-à-dire qu'en général, dans l'entreprise, le comité de direction réfléchit pendant très longtemps sur un sujet et arrive à une décision. Et là-dessus, au pied du mur.
Donc il est mûr, absolument. Souvent au pied du mur. Non, mais pas forcément. Moi, j'ai Alors, trouvé mais ça. ils se le mâchent, ils se le machinent, etc. Et au bout d'un certain temps, ils disent OK, c'est ça la bonne décision. Et derrière, ils veulent que ce soit appliqué immédiatement. Ben non, effectivement, ce qui a été fait pour le comité de direction en termes d'assimilation, etc., il faut avoir la même chose pour les équipes, parce qu'on ne peut pas leur balancer un truc du jour au lendemain en disant ça a été décidé, on y a pensé, on va nous appliquer. C'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'en fait, la décision pour un groupe de dirigeants à l'issue d'un processus de décision très long est vécue comme une récompense. Et de la manière dont on va le présenter, parce qu'on veut de la réactivité, ça va être vécu comme une mission. Alors que c'est la même chose. Et effectivement, il faut, on va dire, faire attention, on va dire, au biais, laisser un temps particulier, et on va dire, faire comprendre ça, on va dire aux dirigeants, aux salariés, et travailler effectivement sur la capacité à pouvoir exprimer les choses. Oui, et Pour aller plus vite. sachant que la manière que les individus s'engagent dans les actions liées à ce plan, elle est très différente aussi, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur leur perception et sur la manière dont ils vont faire leur deuil. En fait. Parce qu'il peut y avoir des individus pour lesquels le temps nécessite de comprendre, d'aller au fond des choses, et puis d'autres qui vont tout de suite être orientés vers l'action, qui vont plonger dedans, parce que ça va être une opportunité pour eux d'apprendre. Notre rôle en tant que dirigeant, parce que pour moi tout ça c'est la gestion de la courbe de deuil, c'est de faire en sorte que la courbe de deuil elle soit la moins longue possible et puis en tout cas la moins haute possible. Et ça c'est du boulot. Et ça ne se fait pas tout seul. Hein. Ça nécessite de mouiller la chemise, de communiquer, d'avoir les bons messages, adaptés aux personnes, etc. Et c'est notre travail. Réduire l'amplitude de la courbe de deuil et sa durée. Parce que si on ne fait rien, la courbe de deuil peut durer longtemps. Dans un contexte différent qui était celui de mes parents ces 2 dernières années, j'ai participé à pas mal d'ateliers avec François Alzheimer. Et il y a une phrase qui a été dite à un moment donné et qui a vraiment résonné chez moi et je pense que je vais pouvoir la réutiliser une fois retourner dans l'entreprise. C'est quand on est face à quelqu'un, à un patient qui a le cerveau malade, en fait, le meilleur principe à appliquer, c'est de se dire il faut aller doucement pour aller vite. Eh bien, ça veut dire que quelqu'un qui a un cerveau malade, une personne âgée, typiquement, on ne peut pas la traîner, la forcer à faire des choses rapidement. Si on la bouscule, en fait, elle va se mélanger encore plus et on va perdre encore plus de temps. Et je crois que l'être humain, de manière générale, et j'en rebondis sur ce qu'Hélène disait à l'instant, c'est que souvent, pour aller vite, il faut savoir aller doucement, c'est-à-dire laisser le temps au temps, parce que sur la longueur, en fait, on va beaucoup plus vite. Alors effectivement, ça peut être frustrant par moment, parce qu'on est impatient, mais faites habiller quelqu'un qui a Alzheimer, si vous vous dépêchez, vous allez passer la journée entière. Alors que si vous décomposez chaque étape et que vous laissez à la personne un peu de temps pour décortiquer le processus, en fait, vous allez réussir à le faire en 1 heure. Et c'est quelque chose, personnellement, intuitivement, je n'en avais pas la conscience jusqu'à ce que je participe à cet atelier. Et après, une fois que j'avais appliqué ça, en fait, ça m'a simplifié considérablement ma vie d'aidant parce que je laissais ce temps à la personne d'appréhender un message. Et peut-être effectivement, il y aurait un truc à avoir en background effectivement dans nos fonctions. Parce que quand on est sur une machine de transition, on est sur des organisations qui sont mal à l'aise, pour ne pas dire malades. Je ne suis pas médecin. Bon, en tout cas, il y a des sujets. Et effectivement, il y a des personnes qui ont besoin d'aller doucement pour pouvoir les embarquer. Et notre boulot, c'est effectivement, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est d'embarquer tout le monde et de ne pas en laisser sur le côté. Voilà, on change de métier, on fait que du PSE. Voilà.
moi, je voulais revenir juste pour faire les liens. En fait, c'est un peu comme, pour moi, c'est intéressant d'écouter vos exemples. Puis, je vais prendre un peu le défi, du coup, de retransformer les exemples dont vous parlez ou quelque chose en ce qu'on a dit pour voir si on peut trouver un match. Prenons l'exemple justement de l'entreprise avec un climat un petit peu toxique dans lequel il y avait un fort cadrage de punition et du coup, les gens ne disaient plus les choses. Alors, ça, c'est complètement cohérent avec ce qu'on dit, c'est que la punition elle est associée plutôt à une inaction plutôt qu'une action. C'est-à-dire, du coup, qu'est-ce qui se passait? Pour éviter la punition, ils ne bougeaient rien et ne disaient rien. Donc, vous voyez que finalement, on peut parler d'un problème de façon très haut niveau, très complexe, mais finalement, on reprend notre petit schéma, on se rend compte, effectivement, il y a un match. Donc, effectivement, dans ces cas-là, typiquement, les cadrages punition, qu'est-ce que ça engendrait? Ça engendrait que les gens, ils se cachaient dans leur tanière, ils ne disaient rien, jusqu'au moment où c'était trop tard. Et parlons maintenant du point de vue des chefs de cette entreprise-là, qui avaient instauré ce système. Du coup, ils avaient créé un loop finalement, où ils avaient que des feedbacks positifs. Parce que comme les sujets ne leur disaient pas quand il y avait des problèmes, évidemment, ils allaient les dire quand tout allait bien, leur estimation de la situation devait être super élevée parce qu'ils se disaient, j'entends jamais de problème, parce que de toute façon, ils sont punis s'ils me disent des problèmes. Par contre, quand il y a quelque chose qui marche, je suis au courant. Donc, ma probabilité que mon truc il sort dans une semaine, c'est très élevé. Alors, en fait, non. C'était au moins 2 mois de retard, voire 6, etc. Donc, là, je ne donne pas des solutions, mais je juste donne un petit peu l'exemple en live presque de comment est-ce que ces situations, je peux les filtrer par rapport à mes modèles, à mes façons de penser les problèmes et qui finalement ne sont pas très distants des cas de figure qu'on vient de décrire. Hein. Finalement, voilà, c'est cette espèce de freezing induit par les punitions, on le retrouve très souvent, cette idée de surconfiance. Souvent, on la crée même, la surconfiance, on crée un environnement dans lequel on reçoit que des feedbacks positifs, comme ces chefs d'entreprise dans cette entreprise un petit peu toxique, etc. Donc, voilà, finalement, les ponts, ils sont possibles. Ils ne sont peut-être pas si difficiles à faire, finalement, entre les deux disciplines. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors moi, j'ai juste une petite question, mais c'est de la curiosité. Je vais peut-être m'éloigner un peu du sujet. En fait, moi, j'aimerais bien savoir qui utilise, Stéphano, les résultats de vos études. Est-ce que vous avez des commandes? Alors, c'est vraiment de la curiosité. Est-ce qu'il y a des gens qui vous les commandent ou est-ce que c'est vous? Parce que c'est votre Ah oui, très rapidement. Donc, le mode de fonctionnement d'un laboratoire de recherche fondamentale comme les miens, c'est que c'est de la recherche fondamentale. Donc, mon employeur, c'est l'État. Et mes financements, ils viennent essentiellement de l'État ou des fondations qui font du mécénat pour la recherche. Donc, c'est un peu, il y a d'appels d'offres de financement. On écrit des projets, sont sélectives. Après, il y a des projets qui sont financés et ça nous permet d'embaucher des gens et payer les expériences. Et après, ensuite, les rendus, avec ces expériences, on écrit des articles scientifiques, qui n'est pas comme écrire un article de journal, parce qu'on écrit un article avant qu'il soit publié, d'être validé par au moins 3 collègues anonymes qui peuvent rejeter ton article, auquel cas tu modifies. Voilà. Et après, on dépose les données en ligne pour qu'ils puissent être utilisées par la communauté. Donc, voilà, c'est un petit peu ça la dynamique. Je me demandais s'il y avait un petit accompagnement, parce que je trouve que si on prend au pied de la lettre certains de vos propos, sans avoir justement toutes vos explications, si on prend que la statistique, par moment, j'ai l'impression que ça pourrait aussi être un peu détourné, quoi, et être utilisé à mauvais escient. Donc, moi, c'est un bon point. C'est vrai que je parlais beaucoup de ces problèmes un peu généraux la première fois, mais j'insiste maintenant, merci de me donner l'opportunité. Donc, moi, ce que je fais, c'est des sciences comportementales. Et les sciences comportementales, comme toute science, ça peut générer des technologies comportementales. Comme toute technologie, une technologie peut être bien utilisée ou mal utilisée, donc avec l'énergie atomique versus la bombe atomique. Donc moi, par exemple, mes connaissances pourraient être utilisées par les gens qui développent des apps pour rendre les apps plus addictives. Et c'est fait d'ailleurs, pas par moi, mais c'est une débauchée possible. Après, par exemple, on pourrait dessiner des thérapies cognitives meilleures pour des patients. Donc ça, c'est des applications qu'on fait aussi, qui ont plutôt un pendant
positive. Après, je ne veux pas criminaliser les apps, ce n'est pas le point, mais bon, effectivement, ça produit un ensemble de connaissances qui peuvent être utilisées. Après, il y a des applications, mais ça, c'est un peu vers l'intelligence artificielle, un petit peu. C'est-à-dire, des fois, on découvre des stratégies appliquées par les humains qui, finalement, que si on le plug dans des robots ou d'intelligence artificielle, finalement, ils performent assez mieux. Pourquoi? Parce que nous, on a 3 milliards d'années d'évolution du cerveau pour trouver un peu de raccourcis. Et finalement, voilà, pas tout ce qu'on fait, c'est inutile. Donc, on a encore quelques pas d'avance sur les machines. Et du coup, ça peut servir. Merci Stéphano. Est-ce qu'il y aura encore une dernière question? On approche de la fin de notre atelier. Non, dans la salle, à distance. Bien. Stéphano, une dernière petite question. Qu'est-ce que tu t'appliques comme astuce à toi sur ce sujet-là? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une petite astuce à retenir ou quelque chose? Ouais, moi j'essaie de pratiquer pas mal cette histoire de changer ma routine régulièrement. C'est-à-dire de ne pas trop me focaliser sur des habitudes parce que, en tout cas personnellement, changer un petit peu ma routine sur des aspects fondamentaux qui soient simples, mais comme l'organisation de mon bureau, où est-ce que je vais à la piscine, où est-ce que je vais courir, ou ce genre de trucs-là, ça me permet de garder un espèce d'état d'éveil un petit peu généralisé qui est bénéfique d'un point de vue créatif. Après, voilà, ça, ce n'est pas une astuce. Moi, souvent, dans certaines tâches, je me mets dans des situations un petit peu de deadline qui fait que, du coup, ça me motive. Donc ça, parce que, bon, pour certains aspects, les bateaux, ils marchent bien, mais je ne vous suggère pas de faire la même chose. Je pense qu'on pourrait avoir une vie un peu plus sereine, avoir perdu moins de cheveux si on était un peu moins motivé par l'anxiété à certains endroits. Voilà, mais je pense que vraiment, il faut faire deux attentions. Attention aux habitudes, attention à la surconfiance aussi. Ça, j'ai un rapport très ambivalent, c'est-à-dire il faut en tant que scientifique, tous mes projets sont risqués. Donc, si je n'étais pas un peu surconfiant, je ne commencerais rien, en fait, dans mes journées. Néanmoins, quand après, je commence à soumettre un article, je abaisse un peu l'expectative, mes attentes. Et du coup, je me dis, bon, je vais quand même tenter les journaux les plus prestigieux du monde, mais sachant que j'ai aucune chance, même si je n'ai pas aucune chance. Et du coup, après, j'ai des surprises positives quand j'ai réussi à les publier, quand même pas trop mal, parce que je me suis abaissé un petit peu les attentes pour avoir un petit peu de prédictions positives. Donc ça, voilà, c'est aussi utile.